That bass beat. Salut à tous, moi c'est Audrey et je suis la fondatrice de Poppy, qui est une marque de papier d'hygiène recyclé, fabriqué en France et sans produits toxiques. Donc moi je suis bordelaise, je suis fille de prof de philo, donc j'ai un profil plutôt littéraire, mais mes parents ne voulant pas que je devienne prof de philo, je me suis orientée vers une prépa qui me permettait de continuer à en faire tout en continuant les maths, donc j'ai fait une prépa ECS à Henri IV à Paris. Et après ça, j'ai débarqué à l'ESSEC où je suis restée relativement longtemps puisque je suis rentrée en 2010 et je suis sortie en 2015. Alors l'ESSEC, ça m'avait beaucoup plu pendant les oraux. J'avais trouvé, en tout cas on m'avait très bien vendu le côté tu pourras tout faire, tout est hyper modulable et c'était vrai, j'ai pas du tout regretté ça. À la fois les cours, la possibilité de faire des stages, de revenir, de repartir, d'aller à l'étranger. J'avais aimé ce côté très modulable du programme là-bas. Je pense qu'à l'ESSEC, effectivement, il y a un dynamisme, quelque chose qui, notamment dans les associations, qui invite à trouver des idées, à occuper son temps aussi d'une certaine manière, hein, et c'est positif quand je dis ça, mais on va dire on a la possibilité de faire plein de choses en dehors des cours et notamment via les projets associatifs. Et moi, par exemple, j'avais participé à la création d'une association à l'ESSEC, ce qui m'avait, je pense, mis un petit peu le pied dans l'entrepreneuriat, à savoir comment est-ce qu'on achète du matériel, comment on organise un séjour à l'étranger, comment on gère des associations pour qui on fait des films, on apprend à faire des choses qu'on n'a jamais faites, type monter des vidéos. Donc oui, ça, je pense que ça m'avait permis de mettre un pied dedans. Après, je suis convaincue que, à mon époque, en tout cas, ça fait pas si longtemps, mais quand même, ça fait 12 ans, l'entrepreneuriat était un peu moins à la mode, donc très honnêtement, je pense que les cours d'entrepreneuriat aujourd'hui sont beaucoup plus poussés, beaucoup plus concrets que ce que moi j'ai pu avoir. Moi j'ai eu des cours très théoriques, alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les étudiants ont vraiment des choses concrètes. Donc à mon avis c'est beaucoup plus développé aujourd'hui dans les écoles, ESSEC ou autres. Alors donc moi quand je suis sortie de l'ESSEC, je sortais d'un stage à Londres pour finir mon étranger et j'avais pas envie de travailler dans un grand groupe, alors pas parce que je pense que les grands groupes c'est pas bien, mais parce que ça me correspondait pas. Je voyais bien que j'avais besoin d'une certaine forme de liberté et j'avais besoin de construire quelque chose, c'est-à-dire partir d'un point A où il y a rien, arriver à un point B où il y a un petit peu plus, etc. Et donc je me suis dit je vais pas lancer ma boîte parce que je me sentais pas prête du tout, j'avais aucun réseau, franchement je savais pas faire grand chose. Et donc je me suis dit je vais trouver un plan pour avoir les frissons de l'entrepreneuriat mais sans les inconvénients. Et donc je me suis associée avec deux gars qui venaient de créer leur boîte, qui s'appelle toujours Early Metrics, qui est une agence de notation de start-up, et j'ai été leur première salariée. Donc ça, je le conseille vraiment aux étudiants qui, ont soit pas d'argent, soit pas de réseau, c'est s'associer avec des gens qui ont déjà fait un petit peu, et comme ça, espérer aussi grandir avec l'entreprise. Donc ça, c'était en 2015, et c'était un très bon pari, puisque la boîte a bien grandi, on est passé de 4 à 60 en très peu de temps, on a ouvert plein de pays, appris plein de choses. Et donc, ça a été une forte croissance et un très bon apprentissage, comme je l'espérais. Simplement, au bout de 3 ans et demi, je pense, moi, je gérais les opérations, donc j'avais pas mal de voyages. J'étais très tournée vers le long terme, mais j'avais moins les mains dans le cambouis. Et en fait, ça me manquait un petit peu, voire beaucoup. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'aime toujours beaucoup ma boîte, j'adore les associés, je vais faire un truc à côté d'Early Metrics, une sorte de hobby professionnel, et je vais créer un projet. Sauf que je voulais pas non plus partir de rien et faire un truc que je connais pas, typiquement dans la tech. Moi, je connais rien à la tech, donc j'allais pas me lancer là-dedans. Qu'est-ce que je connais ? Il se trouve que dans ma famille, on a des forêts de pins dans les Landes depuis plusieurs générations. Alors, forêt de pins, ça veut pas dire qu'on a 1 milliard d'euros en forêt. Hein. Ça veut dire qu'en fait, depuis des générations, on se file des parcelles. Et ces parcelles, en l'occurrence chez nous, elles sont coupées une fois par vie. Hein. Ma grand-mère les a coupées une fois, mon père une fois. Normalement, je les coupe dans 40 ans à peu près. Et par contre, on est obligé de nettoyer les lignes de pin, c'est-à-dire de faire des belles routes pour laisser passer les pompiers en cas d'incendie ou de tempête. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bois coupé et du papier ? Quel est le papier qui est utilisé tous les jours et par tout le monde ?
Le papier toilette, c'est vraiment ce qui me faisait le plus marrer. Donc j'avais envie de m'amuser aussi dans ce side project. Et c'est parti comme ça. Simplement, le bois en question était pas de bonne qualité. Et donc, mes alternatives pour ne pas couper un arbre pour un usage unique, c'était l'idée de départ. Ça a été le papier recyclé. C'est comme ça que j'ai créé Poppy, sur cette base de utiliser du papier recyclé pour faire du papier toilette. Alors un point hyper important, et je pense que c'est très grave de ne pas l'avoir en tête, c'est l'argent. Moi, je crois que j'aurais pas pu me lancer à la sortie de l'école parce que j'avais pas assez d'argent pour le faire. Donc ça, c'est vraiment important. C'est très bien quand on a des parents qui peuvent financer des projets entrepreneuriaux. Sinon, moi, je conseille quand même de travailler avant pour se faire un peu d'argent et pour ensuite vivre, tout simplement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est entrepreneur, moi, par exemple, je suis pas salariée de ma boîte. Alors, je me paye, mais je suis pas salariée. Et donc, j'ai pas de chômage. Donc, si ma boîte meurt, théoriquement, j'ai rien. Donc, c'est très important, à mon sens, d'avoir quand même ça en tête pour avoir des économies et survivre en cas de besoin. Et autre chose aussi, moi j'ai eu la chance de faire un peu ma première exit avec Early Metrics parce que j'ai profité de l'entrée de fonds, c'était la 3e levée de fonds, pour moi vendre mes parts. Ce qui fait que j'ai fait x9 sur ce que j'avais mis au départ et ce qui m'a permis aussi d'être tranquille. Donc moi je crois que financièrement j'aurais pas pu me lancer en sortant d'école et je conseille vraiment aux gens de bien réfléchir quand même à ça. L'argent n'est pas accessoire et il faut en parler aussi quand on parle d'entrepreneuriat. C'est le premier point. Et si j'avais lancé ma boîte à la sortie de l'ESSEC, je pense que j'aurais fait l'erreur. D'ailleurs, je l'avais faite parce que j'avais lancé une appli mobile quand j'étais à Londres. Donc, j'ai déjà fait l'erreur de me lancer trop tôt. En fait, je pensais à l'époque, et je pense qu'on est nombreux à penser ça quand on est trop jeune, que l'idée suffisait ou que c'était l'idée qui comptait, etc. Ça, c'est une énorme bêtise parce que les idées, il y en a plein. Ce qui compte, c'est vraiment l'exécution. La preuve, moi, je vends du PQ, de l'essuie-tout, des mouchoirs, de main, tout un tas d'autres trucs qui sont achetés par les gens depuis des centaines d'années, on va dire. J'exagère un peu, des dizaines d'années en tout cas. C'est pas ça qui est innovant, c'est l'exécution, c'est ce qu'on va mettre derrière. Et ça, j'avais pas en tête en sortant de l'ESSEC. Donc, un conseil que je peux donner, c'est l'idée vraiment, on s'en fiche. Si vous êtes bon vendeur, vous vendrez n'importe quoi. Ce qui compte, c'est l'exécution, la tête sur les épaules et l'argent quand même pour vivre à la fin du mois, quoi. Alors, moi, j'ai fait le choix, qui n'est pas très commun et que je ne conseille pas à tout le monde de lancer ma boîte toute seule. Alors, si vous lancez votre boîte seule, vous allez systématiquement, surtout si vous êtes une femme, c'est normal parce que vous avez plus de risques de tomber enceinte. Donc forcément, ça ne plaît pas aux investisseurs et c'est normal parce que ça veut dire que vous n'allez pas être dispo pendant une certaine période. Donc si vous êtes seule, patatras. Donc on déconseille souvent de se lancer seule. Mais moi, je pense que si ça correspond à votre personnalité, c'est très important de ne pas partager pour le principe. Moi, par exemple, j'aime bien décider seule. C'est ma façon de faire. Je me sens plus efficace, plus libre aussi. Je délègue beaucoup à mes salariés et j'écoute beaucoup aussi les membres de mon board. Mais voilà, j'ai besoin pour les décisions stratégiques de savoir que c'est moi qui décide. C'est pour ça que j'ai créé ma boîte. Sinon, je me salarie dans une grosse boîte et puis j'ai un bon salaire. C'était pas mon but. Donc, je veux décider seule. Si ça correspond à votre personnalité, faites-le. Surtout, n'écoutez pas les trucs un peu trop catégoriques qui vont dire il faut être 2, il faut être 3, il faut être à 51, 49, je sais pas quoi. Franchement, ça dépend vraiment des profils. Par contre, si vous n'aimez pas être seul ou si vous avez vraiment besoin d'un support, ne vous lancez pas seul. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Moi, malheureusement, j'ai des exemples je suis au réseau Entreprendre aussi avec Poppy. Et j'ai des exemples d'entrepreneurs qui en fait s'épuisent à être seuls. S'épuisent à être seuls parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment des ascenseurs émotionnels, mais constamment, que la boîte aille bien, qu'elle aille moins bien. On se prend tout le temps des jours géniaux et des jours horribles. Et il y a des personnes qui ne le supportent pas, en fait, qui ont besoin de le partager. Donc si c'est votre personnalité d'avoir besoin de vous appuyer sur quelqu'un, je pense qu'il ne faut pas se lancer seul. Donc faut s'écouter, bien se connaître. C'est pour ça que moi, je pense qu'en sortant d'école, on ne se connaît pas assez pour se lancer, quoi. Alors moi, je me suis lancée seule au début en me voyant donc à la fois comme opérationnelle dans ma boîte, mais aussi un peu comme investisseur, puisque comme je disais, j'avais vendu mes parts, donc j'avais quand même pas mal d'argent pour investir dans ma propre boîte, ce qui fait que j'ai pas eu besoin de lever des fonds au début. Donc j'avais un peu ces doubles casquettes qui me disaient aussi, d'un côté, il faut que tu sois efficace dans les opérations, et de l'autre, il faut aussi que tu augmentes ta mise, quoi. Donc tu mets 1 euro, il faut que tu sortes plus derrière. Donc j'avais vraiment ça en tête. Et je me suis entourée
j'ai créé un board en fait avec soit des anciens clients, soit des potes entrepreneurs, soit des gens complètement autres, par exemple l'ancien DG d'Unilever France qui m'a accompagné quasiment depuis le début, des gens qui m'ont accompagné gratuitement. On se réunissait tous les 2 mois pour faire le point sur un sujet précis, par exemple la diversification produit, par exemple les recrutements. Et ça m'a beaucoup aidée. Simplement, au bout d'un moment, ces gens ils m'ont dit bon bah on est potes, mais quand même, on peut pas continuer comme ça tous les 2 mois à te donner du temps sans participer financièrement à l'aventure. Et donc c'est comme ça finalement que je me suis dit tiens, je vais faire une première levée de fonds. Comme ça sécurisera les membres de mon board. Et puis après, ils sont venus avec des potes et ça a fait en fait une vraie première levée de fonds en mars 2021, pardon. C'était l'année dernière. Et c'est comme ça que j'ai fait mon tour de seed pour Poppy. Donc vraiment pour sécuriser au départ les membres de ce board-là. Et en termes de recrutement, donc j'ai créé la boîte, j'ai lancé commercialement sur Ulule en septembre-octobre 2019. Et j'ai fait mon premier recrutement en CDI, donc j'ai fait le choix de ne pas recruter un stagiaire. J'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un à temps plein. Justement, comme je n'avais pas d'associé, je voulais compter sur quelqu'un durablement. Et donc j'ai recruté Florine, qui, en mars 2020, qui est responsable de tout ce qui est communauté B2C, parce que je pense vraiment pour créer une marque, il faut créer une communauté. Donc c'était important d'avoir ce premier recrutement-là, qui en fait génère pas de chiffre d'affaires. Important de l'avoir en tête aussi, mais qui consolide en fait la marque. Et Florine est arrivée, je ne sais plus, début mars. Et puis 10 jours après, on s'est tapé le confinement. Donc Poppy, c'est vraiment une marque qui s'est construite à distance. Un peu étonnant, mais voilà, ça fait partie du truc. Et je pense que ça nous a aussi, l'équipe ensuite, on a recruté au fur et à mesure partout en France. Et donc on s'est construit à distance. Aujourd'hui, l'idée, c'est que tout le monde est à Paris quand même. Mais on garde des réflexes comme ça de confinement avec 2 jours de télétravail, des horaires très flexibles. Du moment que les objectifs sont remplis, moi ça me va très bien. Et puis un élément important aussi sur ce premier recrutement, il ne faut vraiment pas se planter. Moi je suis tombée enceinte juste à la fin de ma campagne Ulule, donc c'était un timing absolument idéal, n'est-ce pas? Et de toute façon il n'y a pas de bon timing, donc c'était très bien comme ça. Et du coup j'étais très contente que Florine soit là aussi parce que ça m'a permis d'être rassurée, de me dire si jamais il se passe quelque chose, elle sera là aussi pour tenir un peu la boutique. Alors, il se trouve que j'ai pas pris de congé maternité parce qu'on n'était que 2 et que j'ai pu m'organiser. Moi, ça m'allait très bien de faire les 2 en même temps. Mais Florine a quand même été là pour, de fait, tenir la boutique les quelques jours où j'étais vraiment off. Donc, très, très important quand on est seul de ne pas être complètement tout seul quand même. Aujourd'hui, on est 6 CDI. Donc, pareil, j'ai pas de stagiaire pour l'instant, que des CDI. Je trouve que c'est bien d'avoir en tête les bons postes solides, de voir dans la durée. Par contre, là, on commence à recruter des stagiaires pour accompagner les uns et les autres. Et puis, pas que des stagiaires, parce qu'on doit faire 12 recrutements d'ici fin 2022. Donc, à bon entendeur, n'hésitez pas. Alors, moi, quand j'ai créé Poppy, j'avais vraiment à cœur d'avoir un modèle économique simple. Parce que dans ma boîte précédente, justement, il y avait des réflexions autour de la rentabilité, comment tu rends un service rentable. C'est difficile quand tu vends du temps homme. Et donc, je m'étais dit, si je me lance dans un business qui plus est seul, il faut vraiment que le modèle économique soit simple. Donc là, on vend un produit, on sait à qui on le vend, et c'est juste les modèles économiques qui vont varier. Donc au départ, c'était une marque purement digitale. Je me suis inspirée de ce qui se fait notamment aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Tu livres des gros volumes de consommables chez les gens qui les stockent et qui ensuite les utilisent tout au long de l'année. Donc ça, c'était un premier modèle. J'étais pas du tout sûre que ça allait marcher. En France, on est peu habitué à ça. Et finalement, la campagne Ulule a validé ce modèle économique. Donc ça, c'était vraiment super important. Je savais qu'on allait vendre aux entreprises, mais comme j'étais toute seule au départ, j'avais pas tout développé. Et donc, il y a eu des leads entrants, des entreprises qui ont dit moi, j'aimerais avoir Poppy dans mes locaux, ou bien moi, j'aimerais revendre Poppy dans mes rayons de supermarché ou d'épicerie. Et c'est comme ça, en fait, que c'est pas du tout un pivot, mais on va dire que ça a accéléré le modèle économique de Poppy, parce que des gens sont venus grâce à la notoriété, d'où l'importance de construire une communauté aussi, et ont demandé du Poppy en B2B et en B2B2C. Donc ça j'avais pensé le modèle, mais je ne l'avais pas exécuté. Et donc, les demandes ont accéléré, on va dire, l'exécution. Et après, que nous, on est, comme je disais, une boîte qui, malheureusement, a connu le confinement très vite, après 5 mois. Et donc, on avait commencé à vendre au café, hôtel, resto. Évidemment, super cible quand on vend ces produits-là. Et ça, malheureusement, patatras, on n'était plus leur priorité. Et donc, ça a été difficile quand même de continuer sur cette cible. Mais ça nous a permis de rebondir aussi parce qu'on s'est dit, OK,
qu'est-ce qui en ce moment a besoin de papier toilette. Il se trouve que dans les supermarchés, hypermarchés, il y avait des pénuries de dingue. Nous, on était capable de livrer très très vite, contrairement à des centrales d'achat. Et donc, on a intégré des enseignes qu'on n'aurait jamais intégrées sinon. Donc voilà, c'est pas un pivot non plus, mais on s'est dit, ce modèle-là, il est fermé pendant au moins 6 mois. Finalement, ça a été 1 an et demi. Donc, comment on peut trouver d'autres modèles? Et c'est comme ça qu'on est rentré très vite chez des distributeurs. Donc, ça a été une opportunité de fait de la crise pour rebondir sur une situation un peu dramatique quand même. Alors, on a en fait 4 modèles finalement. On a un modèle B2C, donc on vend directement en ligne aux particuliers. On a un modèle B2B, on vend en ligne directement aussi aux entreprises, des cabinets médicaux qui se font livrer leur PQ parce que, en fait, depuis Doctolib, les médecins, ils n'ont plus trop d'assistantes. Et donc, ils se retrouvent souvent à poil niveau PQ et pourtant, ils en ont besoin parce que personne ne les commande. Donc, l'abonnement leur permet justement d'être tranquille. On a un modèle B2B2C, donc on vend aux distributeurs, supermarchés, hypermarchés, revendeurs en ligne aussi, qui revendent aux particuliers. Et on a un modèle B2B2B, ça c'est un très gros morceau, où en fait on vend à des grossistes, très bio, qui revendent à des enseignes ou à des magasins bio. Donc voilà, on a ces 4 modèles-là. Et moi je suis convaincue que les 4 s'alimentent, donc il est hors de question d'en abandonner un. Et il y a au moins une personne sur chacun de ces modèles-là, parce que la marque B2C fait venir le B2B, les grossistes font venir d'autres enseignes. Enfin voilà, c'est vraiment des cercles vertueux. Donc moi, je crois beaucoup à ces 4 jambes de Poppy. Alors au tout début, moi la première usine avec qui j'ai travaillé, c'est une usine avec qui on travaille toujours, alors pas pour ces produits-là, pour un autre produit, qui est situé dans le Cotentin. Je pense qu'ils n'y croyaient pas du tout au début. D'ailleurs, ils me l'avaient dit sur le fait, eux, ils font pas de B2C, donc ils me disaient, mais c'est pas possible que des gens puissent s'intéresser à une marque de papier toilette. En fait, on peut pas créer une émotion autour de ça. Et finalement, ils ont accepté de m'accompagner sur des petits volumes, donc très sympa. Au départ, c'était un pack de 6 rouleaux avec un autocollant que j'avais collé dessus pour la campagne Ulule. Après, j'ai réussi à intégrer une étiquette à l'intérieur de ce pack de 6, donc ça avait un petit peu plus de trogne. Et c'était des rouleaux qui étaient très très compacts et double épaisseur, alors qu'aujourd'hui, on a des produits plus confortables. Mais au début, c'était un produit vraiment très très axé sur l'écologie, qu'on vend toujours, mais qu'on réserve quand même à une cible très engagée sur le B2C ou à des enseignes bio ou des grossistes qui veulent vraiment une valeur forte sur le compact. Donc le produit existe toujours, mais c'est plus celui qu'on met le plus en avant, parce que notre but en fait, c'est d'être présent dans les foyers de tous les Français. Et en fait, les Français, ils ne sont pas tous habitués à faire un effort, on va dire, sur leur confort au nom de l'écologie ou d'un élément social, parce qu'on est Origine France Garantie aussi. Et donc, il faut arriver à trouver des alternatives en leur disant l'écologie, c'est pas forcément dramatique, ça fait pas forcément super peur et super mal. Et donc, ce qu'on fait nous, ça change pas le monde, ça c'est sûr. Donc attention, on s'est jamais pris pour des héros. Mais par contre, on améliore un petit peu ce qui existe déjà. Voilà, le recyclé, c'est 5% du marché en France des papiers d'hygiène. Nous, on veut que ça devienne 10, 15, 20, 25% comme en Allemagne. Donc voilà, on contribue à améliorer, mais on ne change pas radicalement les choses. Alors déjà, la levée de fonds. Je pense que c'est hyper important, surtout en ce moment avec toutes les grosses levées qu'on voit. Les gens qui disent sur LinkedIn « j'ai levé tant », d'autres qui font des blagues en disant « non, j'ai pas levé ». Bon, ok. En fait, lever des fonds, il faut en avoir besoin. On lève pas des fonds juste pour la fame ou pour se dire « j'ai levé des fonds ». C'est vraiment important parce que en tant qu'entrepreneur, lever des fonds, ça veut dire aussi qu'on vend une partie de sa boîte. Concrètement, on a le gâteau de l'entreprise, on coupe une part et on la vend à quelqu'un d'autre. Donc, vendre quelque chose, ça a un prix. Et quand vous levez des fonds, il faut en avoir besoin. Donc le montant levé, c'est pas juste tout le monde lève 500 000 la première fois et 3 millions la deuxième fois, donc je fais ça. C'est qu'est-ce que je vais faire avec ces X centaines de milliers d'euros. Donc il faut avoir en tête, ok, je vais recruter, je vais dépenser en marketing et je vais constituer mon BFR, j'en sais rien, un truc comme ça. Donc une fois que vous avez le montant, vous dites, ok, ce montant-là, ça correspond à cette part du gâteau. Donc si je fais un produit en croix tout bête, combien vaut mon gâteau au global? Et c'est ça qu'on appelle la valorisation d'entreprise. Voilà, donc une valorisation, c'est très rationnel en fait. Alors évidemment, il y a des prix de marché, il y a des modes, on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine valeur ou monter au-dessus. Il y a des secteurs d'activité, des multiples qui sont quand même que les investisseurs connaissent. Mais si vous êtes dans la fourchette en fait de ce qui se fait, ensuite c'est j'ai besoin de ça, donc ma boîte vaut tant.
Et ensuite, c'est de la négo avec chaque investisseur. Et pour la première levée de fonds, moi je trouve qu'il y a un élément hyper important à garder en tête, c'est que si votre valo donc, est rationnellement pensé et raisonnable en termes de ce qui se fait sur le marché, un investisseur qui négocie trop, c'est un mauvais investisseur. Aller gratter quelques points, ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est vrai pour l'investisseur, c'est vrai pour l'entrepreneur. Un entrepreneur qui va aller gratter 1% pour le principe, franchement ça ne sert à rien. Si vous êtes très riche, 1%, ça ne va pas changer votre vie. Si vous êtes très pauvre, si votre boîte meurt, 1%, ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc la valo, il ne faut pas trop se battre dessus. Il faut vraiment bien ajuster de combien j'ai besoin pour ma première levée de fonds. Parce que si vous ne levez pas assez, vous allez relever derrière dans un stress important. Et si vous levez trop, malheureusement, la valo risque d'être trop gonflée. Et donc la deuxième fois, vous allez avoir des difficultés à avoir une valorisation supérieure qui va convaincre les premiers investisseurs rentrés. Voilà. Donc je pense que pour une première levée, 500 000 euros, c'est très bien. Et la valorisation, ça dépend de votre business. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, votre boîte, elle ne vaut pas 3 millions. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Toute boîte, au départ, ne vaut pas 3 millions. Voilà. Donc la communication, moi j'adore ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé ma boîte, parce que je trouve que communiquer, le marketing, c'est pas le diable. Alors parfois dans notre écosystème, parce que nous on est une boîte de l'ESS à impact, on était incubé chez Make Sense, souvent le marketing on l'associe à quelque chose de mal. Pas mal du tout. Le marketing, ça veut dire que tu penses ton produit pour la bonne cible et tu vas communiquer le bon message. Et la communication, ça permet aussi de dire des choses qui sont intéressantes pour les gens qui vont écouter cette com. Donc typiquement, nous, on profite de la communication pour dire quoi ? Pour dire fabriquer en France, c'est bien. Alors c'est bien, c'est pas bien en soi, c'est juste que, on maîtrise les trajets de nos produits, matières premières, etc. 2, on sait comment bossent les gens. En France, on ne peut pas faire n'importe quoi dans les usines, donc c'est des gens qui sont traités correctement et qui ont un salaire minimum qui est correct. Et puis, on met en avant aussi la partie écologie, avec un système un peu comme sur une boîte de céréales. Je ne sais pas si quand vous étiez petit ou même encore maintenant, sur la boîte de céréales, généralement, on lit 15 000 fois les mêmes informations. Sauf que c'est souvent des informations qui ne sont pas hyper... Quoique maintenant, il y a des trucs sur les abeilles qui peuvent être intéressants. Mais souvent, on lit des trucs qui nous apportent rien. Là, l'idée, c'est d'apporter justement aux petits comme aux grands des informations, de la communication sur recycler, pourquoi c'est bien et comment on fait pour bien recycler. Et ça, c'est sans le marketing, en fait, y a plein de gens qui n'auraient pas cette information-là. Donc vraiment, le marketing, pour moi, c'est ce qui permet de véhiculer des informations qui sont pas que pour vendre, mais aussi qui sont nobles et qui aident le monde à aller un petit peu mieux, que ce soit sur la fabrication française, la nécessité de ne pas avoir de produits toxiques dans des produits qui touchent les parties intimes, ou l'écolabel, tout un tas de choses, à mon sens, très utiles pour la société. Avec Poppy, on a fait une émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» sur la 6 il y a quelques semaines, là. Le tournage a eu lieu il y a 1 an, mais la diffusion était il y a quelques semaines. Et donc, il faut savoir qu'il y a 56 boîtes qui ont tourné. Il n'y en a qu'une trentaine, je crois, qui ont été diffusées. Donc, c'est un peu dur. Si jamais vous vous lancez, il faut savoir que la diffusion n'est jamais acquise. Ça fait partie du jeu. M6 est très clair au départ. Mais si vous êtes diffusé, c'est vraiment une super occasion de faire passer son message. Et la télévision, on parle beaucoup de Facebook en ce moment en disant qu'en fait, la pub sur Facebook, c'est mort parce qu'on maîtrise moins les données, parce que les gens sont saturés et parce que les créas, il faut vraiment aller chercher des très bonnes créas pour attirer l'œil, alors que la télé, le mail, ça marche toujours. Et parce qu'il y a une confiance qui se crée en fait. C'est vrai avec M6, c'est vrai avec TF1, là on va voir le 20h la semaine prochaine. En fait, les gens, ils ont un rendez-vous avec leur poste de télévision, et donc si dans ce rendez-vous, il y a un climat de confiance qui s'installe, en faisant passer le bon message au bon moment, normalement, vous allez convaincre les gens en face de vous. Donc M6, pour nous, ça a été une super opportunité puisqu'on a fait 4 mois d'acquisition en un quart d'heure. Donc, disons qu'on a gagné du temps. Et puis après, évidemment, ça nous a fait rentrer des leads en B2B. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir faire du retargeting sur peut-être les 4-5 prochains mois. Donc, normalement, un passage télé permet de réactiver plein de bons canaux d'acquisition ou de rétention ou de retargeting. Donc voilà, si vous avez la chance de faire Qui veut être mon associé ou d'autres émissions, surtout faites-le. Autre conseil, ne payez jamais pour faire des RP. Moi, j'ai jamais payé pour des RP. Je pense que c'est une mauvaise stratégie parce que vous ne maîtriserez pas votre ROI. Donc si vous dépensez 1 euro sur Facebook, noir sur blanc, ou quasiment noir sur blanc, vous allez savoir combien vous allez gagner. C'est le ROS.
Par contre, à la télé, vous n'aurez pas ça, donc ne payez pas pour des passages télé, je pense que ça vaut pas le coup. Et il y a des super émissions gratuites, il faut juste être bon pour passer dedans et convaincre les journalistes que vous avez votre place, quoi. Alors Poppy a toujours eu l'ambition de ne pas rester une PME, parce que c'est pas que c'est mal d'avoir une PME, au contraire, hein. Je pense qu'il faut se calmer sur le côté start-up, il faut absolument être up. Mais moi, c'est mon ambition sur cette boîte-là, j'ai envie qu'on grandisse vite et qu'on prenne un leadership en fait sur les papiers d'hygiène qui ont une connotation éco-responsable et sociale. Donc il y a des mastodontes, hein, je pense que vous les connaissez tous, des exemples de marques dans vos toilettes. Mais nous, on a envie de devenir une de ces marques. Donc pour devenir une de ces marques, forcément, il faut qu'on grandisse vite et il faut qu'on sorte de nouveaux produits, soit dans notre zone de confort du papier, soit dans d'autres zones qui sont moins confortables, mais qui vont nous permettre de prendre un leadership. Donc moi, si dans 3 ans, on n'a pas grignoté des parts de marché qui sont conséquentes, je pense que ça m'intéressera moins, parce que c'est pas mon objectif, c'est pas l'objectif des salariés chez Poppy, c'est voilà, on a l'ambition de prendre un leadership, donc ça c'est très important. Et puis sinon moi dans ma vie, alors je sais pas si c'est dans 5 ans ou dans plus, hein, mais moi j'ai envie de créer des boîtes, voilà, donc l'idée c'est d'aller au bout d'une pour en créer une autre. Et puis c'est ça qui moi m'anime et me plaît dans la vie professionnelle, quoi. Pas penser que l'idée est importante. Ça, vraiment, j'en suis convaincue. L'idée, vraiment, on s'en fiche. Sauf exception, hein. Mais en sortant de l'ESSEC, on a dit, vous ne serez pas un techos de dingue. Donc, voilà, l'idée ne suffira pas. L'exécution est très importante. Donc, il faut savoir s'évaluer et se demander en tant qu'entrepreneur, est-ce que je vais pouvoir exécuter mon business plan? Si c'est non, c'est pas grave. Dans 2 ans, vous aurez peut-être plus de compétences. Et dans 2 ans, le marché, il ne faut pas exagérer, hein, il sera pas, l'idée n'aura pas été prise, ou si elle est prise, tant mieux, ça veut dire que des gens ont évangélisé pour vous. Donc attendre, si on pense qu'on ne peut pas exécuter, je pense que c'est hyper important. Et la patience, je pense que c'est ce qui nous manque souvent à nous, entrepreneurs, parce qu'on aime que ça aille vite, et on fait plein de bêtises parce qu'on n'est pas patient. Moi, là, j'en fais pas mal aussi, parce que j'aime bien quand ça va vite, et donc je me plante 1 fois sur 2, évidemment. Donc prendre le temps pour l'exécution, c'est très important. Et puis je reviens sur cette histoire d'association. Associez-vous avec des gens de confiance et ne vous associez pas si vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Commencez seul, ça n'enlève rien en fait de ensuite s'associer avec un salarié, enfin ça c'est pas gênant. Donc ne vous précipitez pas sur l'association, c'est pas parce qu'on s'entend bien amicalement qu'on va bien s'entendre professionnellement. Donc voilà. Et dernier conseil, si vous n'avez pas d'argent, alors je suis désolée j'insiste là-dessus, mais je trouve que c'est clé quand même d'avoir ça en tête. Attendez peut-être d'en avoir un petit peu plus, parce que l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup de boîtes qui meurent. Et quand on n'a pas de backup, on n'a pas de backup. Donc c'est important quand même, jeune, de se constituer un petit patrimoine pour vivre. Et je pense que c'est particulièrement vrai ensuite quand on a une famille. Enfin, moi maintenant, je fais beaucoup moins n'importe quoi. Parce que j'ai un enfant, je ne ferais pas la même chose aujourd'hui. Donc bien réfléchir quand même aux conséquences de la création d'entreprise quand on est très très jeune. Chez Poppy, on a 12 recrutements à faire d'ici fin 2022. On recrute alors des CDI bien sûr, mais en termes de stage, on recrute 2 personnes pour développer les grandes et moyennes surfaces, que ce soit dans le réseau bio ou dans le réseau traditionnel de grande distrib. Et on recrute aussi quelqu'un pour nous aider sur la communication. Alors à la fois sur l'animation de la communauté, faire des posts Instagram, mais également aussi animer les personnes qui nous écrivent des mails. Donc c'est un assez gros morceau. Je ne sais pas si c'est forcément une compétence ESSEC, mais c'est intéressant pour quelqu'un qui justement voudrait créer sa boîte et qui n'a pas du tout de compétences sur la com. On appelle ça community management, mais je pense que le terme est pas mal finalement pour parler d'animation de communauté. Voilà, donc ça c'est les 3 postes qu'on cherche très rapidement. Donc envoyez-moi un mail avec votre CV à audrey@poppy.co. Évidemment, moi j'ai toujours un petit coup de cœur pour les ESSEC.